3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Christopher Dembick nous accompagne également, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Bonsoir Christopher. Et François Rimeux est à nos côtés, stratégiste senior au Crédit Mutuel Asset Management. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Partons de la réaction de marché. Effectivement, c'est ce que je décrivais, ce que Pauline précisait effectivement en ouverture d'émission. Oui, le secteur automobile est un peu affecté, 3% de baisse pour le secteur en Europe. Au-delà de ça, on a l'impression d'une journée assez normale sur les marchés, François. Ouais, pour le moment, le marché est assez résilient par rapport à toutes ces nouvelles. On a eu un changement de consensus par rapport au début d'année qui est quand même assez clair. On a eu une petite réaction adverse des marchés américains depuis les points hauts, mais on n'a pas du tout de bain de sang. Donc, il semblerait quand même que le consensus général, en tout cas la croyance des marchés, de la part des investisseurs, soit que ces tarifs soient là, non pas pour durer, mais plus une espèce d'outil de négociation pendant quelques mois, que ça va être compliqué pendant quelques semaines, quelques mois, mais que, in fine, à terme, on trouve une solution et qu'on n'aura pas les impacts de croissance et d'inflation qu'engendrerait une guerre tarifaire réelle, longue, prolongée, avec des représailles. Il y a eu quantité d'estimés qui ont été faits là-dessus. Le Peterson Institute en a fait, enfin tout le monde en fait. Ça tourne autour de, en fonction des zones évidemment, mais entre 0,5 et 1 point de croissance pour la zone euro, pareil pour les États-Unis, plus de l'inflation. Si on met ça sur la table et qu'in fine on arrive vraiment à ces résultats-là, la réaction des marchés, oui, elle est mesurée pour le moment. Ouais. Qu'est-ce qui justifie effectivement cette croyance, enfin le rationnel derrière cette croyance, il est solide, fragile ? Ce sont les investisseurs, donc c'est la croyance de marché. C'est difficile de mettre vraiment quelque chose derrière. On se rappelle du premier mandat de Trump, qui, in fine, on avait eu le droit à quelque chose de finalement assez soft. On se rappelle des commentaires pré-élection, disant que le but était quand même de faire repartir la croissance, etc., et d'avoir une politique plutôt pro-business. On sait qu'il y a les baisses d'impôts qui sont potentiellement à venir. On sait que tout ça est très mouvant, très volatile. Ce que dit Trump un jour est complètement invalidé le lendemain. Donc, compliqué de prendre pour acquis, comme scénario de base, le fait qu'on ait une guerre tarifaire globale, généralisée et prolongée dans le temps. Donc, je pense qu'on en est un peu là. Après, il y a différents effets qui jouent aussi. On est en fin de trimestre, il y a des réallocations de fin de trimestre qui soutiennent un peu les marchés. On est à la fin de la période où les Américains payent leurs impôts. Et donc, cette période de vente d'actifs, surtout sur la tech, etc., c'est un petit peu derrière nous. On a la saison d'annonce de résultats qui arrive dans une quinzaine de jours. Historiquement, c'est plutôt un soutien. Et les estimés pour le Q2 sur les bénéfices ne sont pas dingues. Donc, on devrait pouvoir y arriver. Donc, après, il y a quantité de facteurs qui, à court terme, soutiennent aussi un peu les marchés. Mais malgré ça, oui, a priori, on ne presse pas le scénario du pire aujourd'hui. Ouais. Christopher, comment vous jugez la réaction de marché ? Alors, sur la journée d'aujourd'hui, mais c'est vrai que le marché américain a déjà un peu baissé. Le secteur automobile en Europe, alors certes, il a un peu rebondi, mais en termes de multiples de valorisation, il se paye quand même sur des niveaux de dépression totale, absolue, déjà, avant même l'annonce des tarifs. Comment vous comprenez la manière dont le marché réagit effectivement à ces annonces tarifaires de Donald Trump ? On rentre quand même un peu dans le dur avec l'exécution d'une menace qui a été longtemps brandie, celle du 2 avril, du jour de la libération, et un secteur automobile, encore une fois, qui reste une obsession pour le commerce américain. Alors, à court terme, il y a vraiment un manque de lisibilité, et finalement, l'administration Trump l'a mentionné, ça va être dur à court terme, et ils ont vraiment fait un service après-vente à cet égard. On a quelques éléments que je pense qu'ils doivent inciter quand même à la prudence. Je pense que l'administration Trump, par rapport à la précédente, est beaucoup plus idéologique. Il y a des théoriciens là. Il y a des théoriciens, très très clairement, avec des cas qui sont assez extrêmes. Je vais juste en mentionner deux. Un, d'abord Trump, lors de son discours d'investiture, il a quand même fait une filiation très très claire avec le 19e siècle de présidents, un qui était très favorable aux tarifs douaniers et un autre qui a quand même étendu géographiquement les États-Unis, ce qui fait référence un peu à cette volonté de s'accaparer des matières premières, de contrôler des routes commerciales de manière assez unilatérale. Ça, c'est le côté Trump. Et alors, même s'il va arriver à un certain stade à court de nouvelles taxes douanières, il y a quand même ce sujet-là qui va arriver, il faut se rappeler qu'il fait référence à une période du 19e siècle où vous aviez une politique qui était protectionniste, peu importe le parti, et il semble qu'il s'intéresse beaucoup à cette période. De l'autre côté,
vous avez certains qui veulent renverser la table, et pas des élus, hein, notamment le conseiller économique de la Maison-Blanche a publié récemment un papier qui est assez intéressant avant qu'il prenne ses fonctions, où grosso modo, ils mettent en avant il faut dévaluer le dollar très massivement. Vous avez cette thèse qui revient sur le marché. Ça me paraît compliqué à faire, mais malgré tout, c'est quand même mis en avant. Et renverser complètement l'ordre international, l'ordre économique international. Donc, moi, ma crainte, c'est que ce serait peut-être trompeur de considérer que ce sera juste comme en 2016. Il y a quand même un aspect beaucoup plus théoricien qui est mis en avant. Avec des objectifs de long terme, on voit sur le contrôle des routes commerciales, le contrôle des matières premières. Je donne l'exemple par exemple du Congo. La République démocratique du Congo fait face à des violents échauffourées avec le Rwanda. Les États-Unis lui ont dit on est prêt à vous apporter un soutien, mais en échange, on a accès à vos réserves, notamment les réserves de cobalt, puisque le Congo possède les premières réserves mondiales. Donc il y a quand même une vraie philosophie, alors que le premier mandat de Trump, c'était un peu voilà, on a taxe douanière, on a quelques rentrées, on va essayer de protéger l'industrie. Donc ma crainte, c'est que même s'il y a des éléments qui sont favorables au marché, les ratios cours sur bénéfices, les résultats trimestriels, c'est que ça peut être plus volatile sur la plus longue durée. Et il y a quelques compartiments de marché qui sont quand même très nettement en difficulté. Si vous regardez les devises, alors pas les devises majeures, mais les devises émergentes, vous avez des effondrements en Asie, un semblant de guerre des devises. Donc il y a des éléments de fragilité du marché qui ne sont pas centraux aujourd'hui, mais qui à un certain stade doivent inciter à la prudence. Et une partie de ces théoriciens de l'administration, donc Miran entre autres, convaincus que les États-Unis sont depuis trop longtemps le dindon de la farce du système monétaire et du système commercial mondial. Exactement. Et ça, c'est... Ce qui reste à démontrer. Hein. Oui, vous avez une... Non, mais, après, c'est une croyance, une conviction. Ça. Donc, voilà, à partir du moment où ils en sont convaincus, il n'y a plus de discussion. Ils en ont bénéficié sur d'autres éléments. Là où Trump a raison, c'est qu'il y a une survalorisation du dollar. Alors, ça n'a rien à voir avec les années 80, il faut être très clair, mais il y a une survalorisation du dollar. Par exemple, face au dollar canadien, on estime à 14% de notre côté. Mais ce n'est pas non plus un élément, vous voyez, 14%, ce n'est pas majeur par rapport au yuan, bon, parce que la devise administrée, on est plus proche des 30%, mais malgré tout, renverser la table, c'est-à-dire ils ont une vision qui est très très large. Hein. Par exemple, Trump nous dit, l'administration de Trump dit, on sait que les tarifs douaniers, ça a causé de l'inflation. En revanche, nous, notre ambition, c'est d'avoir un prix du baril de pétrole, au lieu qu'il soit autour de $70, qu'il chute à $50, hein, ce qui, selon les estimations très optimistes de mon point de vue de la Maison-Blanche, va permettre d'avoir une baisse de l'inflation de 1 point de pourcentage. Donc ça compenserait les tarifs douaniers. Après, en revanche, il faut réussir à tout faire. $50, vos producteurs de pétrole de schiste américains ne sont pas rentables. Et je doute qu'ils vont décider de se saborder. Donc il y a un grand échiquier mondial qu'ils essayent de maîtriser. C'est très compliqué et ça veut dire de la volatilité beaucoup plus durable que sur le premier mandat de Trump, où finalement c'était jusqu'en juillet de sa première année de mandat où on a dû s'habituer à sa politique erratique. Valérie, comment vous regardez la situation, la position des marchés ou des grands actifs clés dans l'environnement qu'on décrit aujourd'hui? Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est fragile? Bon, on a deux situations qui sont... Il y a la situation des marchés actions. Et puis après, il y a les dollars et les taux. Et en fait, justement, c'est un petit peu le cœur du problème, c'est que dollars et taux sont très stables depuis 4 ans, 3 ans, 4 ans, enfin, ça dépend un peu de comment on regarde, etc. Mais enfin, il ne se passe plus grand-chose et il s'en passe peut-être même de moins en moins. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un ensemble d'investisseurs... mettons ce nom simple, d'investisseurs, qui ne savent pas dans quel sens, effectivement, l'économie va évoluer, parce que on a des risques de stagflation qui sont importants. Mais peut-être qu'on va y échapper, on ne sait pas. Enfin bon, il y a une imprévisibilité macroéconomique qui est absolument phénoménale. Cette stabilité des actifs, du dollar et des taux, je l'interprète comme ça. Oui, c'est ça. Vous l'interprétez comme une perte de repère des investisseurs, d'une certaine manière. Une perte de repère, ou en tout cas le fait qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas encore trancher sur la façon dont croissance et inflation vont évoluer dans les années qui viennent. Parce que là, les marchés, les spreads de taux n'envoient pas un message clair sur ce type d'anticipation.
Voilà. Donc, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que quand les anticipations existent, elles développent des tendances. Quand il n'y a pas de tendance, c'est qu'il n'y a plus d'anticipation ou qu'on a autant de gens qui pensent de l'un que de l'autre. Donc, il n'y en a pas. Alors qu'à côté de ça, on a toujours eu de gros mouvements sur les marchés actions. Alors, qui commencent à se calmer aux États-Unis, qui ont accéléré en Europe. Comment on l'explique? Forcément, c'est qu'il y a encore beaucoup d'argent qui tourne et qui cherche à s'investir quelque part. Au bout du compte, c'est ça. Est-ce que ça peut durer ou est-ce que c'est fragile? Moi, je pense que c'est fragile parce que quand on a des hausses qui se font de cette façon-là, sans le marché obligataire, j'ai jamais vu une hausse action qui ne soit pas confirmée par une même pensée macroéconomique obligataire qui tienne. Or, il y a, en Europe, on a réévalué un peu la croissance quand même, avec le cadeau. Oui, avec les spreads, avec la courbe des taux qui s'est pontifiée. Quand même, ouais. Oui, peut-être qu'elle s'est un petit peu trop pontifiée parce qu'on ne sait pas très bien quel type de croissance on va avoir. On part de 0 en Allemagne, donc à quoi on va arriver réellement? Enfin, c'est pas, on ne va pas non plus aller à 4%. Oui, on est en découverte de ce futur. Oui, mais la courbe des taux, si on la projette à la vitesse à laquelle elle monte, elle pourrait correspondre à une croissance. Bon, alors 4% en Allemagne, c'est vieux, mais enfin 2,5, 3%. Donc on a quand même des marchés qui avancent pas de façon super logique. Les écarts de taux entre les États-Unis et l'Europe sont peut-être aussi un peu surprenants. À ne pas bouger, enfin ils bougent. Ils se sont réduits un peu quand même. Mais en fait, depuis 4 ans, ils sont entre 100 et 200. Ouais. Ouais. Et là, on a 150. Ouais. Ah ouais. Bon, ben voilà. Donc moi, voilà. Est-ce qu'on est dans la même situation qu'il y a 4 ans? On n'a pas l'impression d'y être. Ouais. Bon, voilà. Donc il y a un vrai décalage entre les messages qui sont envoyés par ces différents marchés. Je préfère toujours faire confiance au marché obligataire qu'au marché action. Et pour vous, ça implique donc de la prudence sur les actifs risqués de manière un peu globale aujourd'hui? Oui, parce que si effectivement sur les marchés américains, on a un petit ralentissement, l'Europe, elle ne va pas non plus briller. Enfin, l'effet relatif, vous dites, ça n'a qu'un temps. Oui. Oui, bah non, ça n'a qu'un temps, ça n'a qu'une amplitude restreinte, sans même parler des droits de douane, etc., des guerres commerciales. François, sur le marché obligataire, effectivement, entre le potentiel choc de prix, alors est-ce que c'est un choc de prix derrière inflationniste, avec des effets de tours qui peuvent se remettre en place, et la possibilité d'un choc aussi récessif, où est-ce qu'on en est là? Si on exclut les tarifs pour un moment, parce que c'est compliqué d'avoir des hypothèses claires dessus, aujourd'hui on a des marchés américains qui anticipent entre 2 et 3 baisses de taux à horizon fin d'année, avec une inflation qui reste structurellement trop forte. On est entre 3 et 3,5 d'inflation core aux États-Unis. C'est très sticky. Ça reste vrai dans les services. Ça remonte un peu sur les biens. On en a un peu sur l'alimentaire. On va voir le corps PCE demain qui va sortir, qui va montrer autour de 0,35 de corps PCE. C'est plus que le mois d'année. Bref. Et quand on regarde tous les indicateurs avancés, les sous-composantes des PMI, les diffusions du corps PCE, enfin bref, je pourrais en citer énormément. Tout ça pointe à un risque d'inflation assez fort aux États-Unis. Et ça, c'est avant les tarifs et avant les droits de douane. Malgré ça, le marché anticipe encore 2 à 3 baisses de taux parce que la Fed nous a dit que les taux étaient en territoire restrictif, etc. Ok, très bien. Mais si on a une croissance qui tient, aujourd'hui c'est ça le consensus de base du marché. Oui, on a une décélération sans doute de la croissance, on ne fera pas 2,5, mais bon, si on a une croissance qui fait un 8 ou 2, c'est pas un drame, on n'est pas en récession. Et qu'on a une inflation qui tourne toujours autour de 3 sur l'inflation corps, ça fait une croissance nominale à 5 autour, il n'y a aucune raison ou très peu de raisons de voir la Fed agir. Hormis très forte dégradation du marché de l'emploi, ils ont été très précis là-dessus, ça a toujours été leur mantra. Donc si on exclut ça, parce que c'est pas le scénario de base, en tout cas c'est pas ce qui est pricé aujourd'hui par l'ensemble des autres marchés, que ce soit les spreads de crédit, la volatilité, les valorisations de marché, etc. Bon, si on exclut ça, c'est très optimiste d'attendre 2 à 3 baisses de taux aux États-Unis vu l'inflation que l'on a aujourd'hui. Ou alors,
on a une vraie décélération macro, on a un vrai choc, on a une guerre Et à ce tarifaire moment-là, il n'y en a pas assez. importante, et sans doute que l'effet récessif sera supérieur à l'effet inflation, et donc on aura une baisse des taux nominaux. C'est en général comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, je trouve le marché obligataire assez optimiste dans la capacité de la Fed à baisser les taux. On voit sur les derniers dots qui ont été publiés, ils n'ont pas bougé, mais quand on regarde comment est-ce qu'ils se décomposent ces dots, finalement, on a comme un mouvement plutôt hawkish. Waller, qui est pressenti être le prochain chairman de la Fed, a un côté même plutôt hawkish dernièrement, alors qu'il a un peu pivoté. Précédemment. Il a un peu pivoté. C'est un peu une girouette, là. C'est pas faux. Donc les marchés obligataires américains, aujourd'hui, ils pricent un scénario qui n'est pas négatif pour l'économie américaine. Non, je comprends. Ils ne pricent pas un drame, ils pricent un... Et pour vous, le risque aujourd'hui, venant de l'économie américaine, c'est plutôt qu'il y ait moins de baisse de taux que ce que le marché entrevoit à ce stade. Ou alors, c'est que sur la croissance, on a un autre scénario que celui qu'on est communément anticipé par les différents organismes qui font ce genre de calcul. En zone euro, c'est un peu différent. En zone euro, on est à 2 autour de taux terminal. Encore une fois, hormis tarifs, qui peuvent évidemment largement changer la donne, c'est entre guillemets assez cohérent. C'est assez cohérent que ce que vous avez dit la BCE en termes d'estimé du taux neutre, 1,75 à 2,25. Bon, voilà, c'est assez cohérent, même si, vu la relance allemande, on peut imaginer que ça pousse à un peu moins de caractère accommodant de la part de Lagarde, toute chose égale pareil. Oui, à terme, on verra. À terme. 2026, Bon, 2027, on verra. Oui. A priori, il est plutôt pour après. Oui, c'est ça. Oui. Oui, Valérie ? Oui, sur les marchés américains, on a quand même tout ce qui est grande consommation qui s'effondre. Pas sur les données hard data, sur les soft data, oui. Sur les actions. Sur le marché boursier ? Sur le marché boursier. Ouais. Le signal du marché ? Je sais pas, il me semble, quand on regarde tous les grands distributeurs, les distributeurs très largement implantés, ça se passe pas bien du tout. Les Target, les Rostore, tous ces machins-là. Oui, mais quand on regarde les indicateurs macro de consommation, que ce soit les retail sales, le Redbook, les commentaires de Powell dessus, le Beige Book, etc., pour le moment, on n'a pas de confirmation de baisse des hard data. Il y a le rétroviseur et le signal de marché. C'est cette incohérence. Oui, mais tant qu'on n'a pas une baisse réelle de ces indicateurs, la Fed n'agira pas. Donc peut-être qu'on va avoir ce ralentissement important de la consommation, mais pour le moment, on ne le constate pas dans les données macro, dans les données de PIB. Mais en fait, mon débat n'est pas sur la réalité des données macro qui confirmerait ou pas. Ce que je souligne, c'est qu'on a un véritable problème de cohérence des scénarios. Parce que sur les marchés actions, ces valeurs qui sont de la consommation de base, pour beaucoup d'entre elles quand même... Sur le marché boursier, on se dit qu'il y a un vrai problème qui arrive sur la consommation. Le marché boursier action baisse. Et pourtant, à côté, on dit oui, mais finalement, l'un dans l'autre, les tarifs, les baisses d'impôts, les trucs, les machins, ça peut bien se passer et tout. Moi, je trouve que l'orientation sectorielle des marchés ne correspond pas à ce que l'on peut comprendre des orientations macroéconomiques qu'on entend. Et donc, il y a un risque de déception encore supplémentaire là sur l'économie américaine. Il n'y a pas vraiment de réflexion. Moi, je pense que les gens sont horriblement moutonniers en ce moment. Il n'y a pas... Il n'y a pas de vision. Non, il n'y a pas de vision. Oui, c'est ça quand fait même peut-être partie du projet aussi de déstabilisation de Trump. Quand il n'y a pas de vision, on ne prend pas des bonnes décisions parce qu'on ne sait pas pourquoi on les prend. Donc on les déprend très très vite aussi. C'est quoi le ou les risques principaux qui pèsent sur l'économie américaine pour vous à ce stade-là, Christophe ? On est assez aligné sur le scénario américain. Je pense qu'il y a un narratif qui évolue beaucoup et qui reflète bien sûr la volatilité. Vous aviez eu il y a quelques semaines de cela un narratif qui était très inflationniste et finalement ensuite la récession en se basant sur une analyse très souvent mauvaise des indicateurs, notamment de la balance commerciale. Aujourd'hui, quand on voit l'économie américaine, c'est effectivement un scénario de décélération avec une économie américaine. Donc sous le potentiel. On a fait 2 ans, au moins 2 ans au-dessus du potentiel. Ouais. Donc là, c'est sous le potentiel, quoi. On est quand même proche du potentiel. Ouais. Si on compare à la zone euro, parce qu'il faut être très prudent sur toutes les prévisions. Nous, vous voyez, par exemple, on parlait précédemment de la zone euro et du plan de réarmement allemand. Déjà, la première chose, c'est qu'une grande partie, ce sera déjà plutôt visible en 2026. Et nous, on anticipe 0,8%. Ça reste une prévision, mais ce que je veux dire par là, aujourd'hui, si on regarde en hard data, les États-Unis s'en sortiront probablement beaucoup mieux que la zone euro sur l'année 2026.
2025. La confiance des consommateurs ralentit effectivement sur les enquêtes, mais ce qui est important, c'est les hard data, en tout cas en termes de prévision, etc. Donc aujourd'hui, vous avez quand même une résilience de la consommation aux États-Unis. C'est complètement logique, comme d'ailleurs on le voit sur les enquêtes auprès des entreprises, qu'il y ait de l'incertitude à propos des tarifs douaniers. Mais encore une fois, vous avez une difficulté énorme à estimer. Alors on fait des modélisations, mais après, si on regarde le chiffre final par rapport à la modélisation, il y a quand même un grand écart des tarifs douaniers. Je vous donne un exemple. En 2022, on avait eu sur les tarifs douaniers à l'égard de la Chine un record en termes de rentrée budgétaire. 2023, ça s'est effondré. Pourquoi ? Parce que vous avez des stratégies de contournement des entreprises. Bien sûr. Donc, comme vous aurez des produits de substitution pour les consommateurs au niveau national. Donc, la réalité, si on regarde vraiment les données purement, moi je pense que le marché action en tout cas panique beaucoup trop par rapport à la réalité économique. L'économie américaine est résiliente. Certes, elle décélère, mais même en anticipant des tarifs douaniers qui sont un peu mis en application, on n'est pas sur un scénario qui est catastrophe aux États-Unis. Et très certainement d'ailleurs, alors vous avez beaucoup d'entreprises qui ont révisé à la baisse leurs résultats. C'est l'exercice traditionnel, comme ça, quand on va publier, on va surprendre positivement. À mon avis, quand on se sera un peu remis de ce moment de panique, on verra quand même que l'économie tourne plutôt bien. Et y compris en zone euro, vous n'êtes pas sur un scénario qui est catastrophe. D'ailleurs, honnêtement, même, je pense que tout le monde fait cet exercice, mais essayez de suivre ce qui est annoncé en termes de tarifs douaniers, ce qui est réellement mis en application. Ce qui reste à la fin, oui. Voilà, tout le monde a plein d'équipes derrière, de suivre. Donc, c'est très, très compliqué. La réalité, c'est aujourd'hui, vous avez quand même des forces de rappel qui sont très importantes et qui soutiennent l'économie américaine. Mais ça veut dire qu'il faut quand même à tout prix éviter de s'engager dans ce qu'on appelait le tit for tat, l'escalade pas à pas, mesure de rétorsion, contre-mesure, contre-mesure. Mario Draghi s'est encore exprimé cette semaine. Lui, il est dans le camp de dire il faut vraiment se poser la question de savoir si on veut mettre en place des mesures de représailles un pour un contre cette guerre commerciale de Trump 2.0. Mais si on regarde dans les faits, personne ne le veut réellement. Regardez l'Union européenne, ils ont reporté à mi-avril une éventuelle décision. Même la Chine, qui bien sûr réagit ensuite dans la foulée, ce qui est assez logique. Vous êtes dans un scénario qui est plus politique qu'autre chose. Vous n'utilisez pas d'armes. C'est compliqué de rien faire aussi. Je me mets à la place des politiques. Je ne souhaite pas être à leur place. Voilà. Mais c'est compliqué de rien dire, de rien faire et de dire on ne fera pas de représailles. Mais vous pouvez prendre des mesures qui, en termes d'affichage, montrent que vous réagissez, mais en termes macroéconomiques, seront plutôt mesurés. Quand Trump parle de l'aluminium, de mémoire, l'aluminium, c'est la 130e ou 133e importation aux États-Unis. En revanche, c'est très symbolique, notamment pour son électorat, mais l'impact macro, ça restera quand même très, très mesuré. Donc, je pense qu'il ne faut pas... et c'est pour ça que moi, je suis toujours très prudent. Vous avez eu plein de comparaisons sur les années 30, etc. Vous aviez des tarifs très très large, plus proche d'universel. Les États-Unis étaient à 40-60% de taxes douanières. On n'est pas du tout sur ce scénario-là. Personne ne souhaite aller vers ce scénario. Même la Chine le montre très bien. Un élément, par exemple, qui montre qu'aucun pays veut aller au bras de fer, regardez l'évolution du yuan chinois par rapport au dollar. C'est plutôt très très stable. Ils auraient pu déprécier un tout petit peu sans qu'on ait une dépréciation trop importante parce que vous avez des sujets fuite de capitaux, mais ils auraient pu éventuellement le faire. Ils ne le font pas. Donc ça montre vraiment que personne ne souhaite aller au bras de fer parce qu'on sait qu'à la fin tout le monde y perd et puis même de manière très pragmatique, beaucoup de pays n'ont pas les moyens de le faire. L'Europe, alors je sais bien qu'on met en place toujours l'arsenal européen qui a été mis en place, etc. Mais est-ce qu'on a réellement la capacité aujourd'hui de faire un bras de fer avec les États-Unis ? C'est compliqué quand 60% de votre gaz naturel vient des États-Unis. Ah bah oui. Et d'ailleurs, on a des importations qu'on peut difficilement substituer. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Ça, vous n'aurez pas de relais du jour au lendemain. Alors certes, vous avez... Non, mais sur la partie service, on entend, il y a la balance commerciale, mais si on prend l'ensemble de la balance courante, il y a quand même... on consomme beaucoup de services américains, on achète beaucoup de treasuries. Oui. Mais on s'attaque non, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Mais on s'attaque jamais au vrai sujet. Par exemple... Un élément de la balance commerciale européenne, c'est quand même les valeurs pharmaceutiques américaines qui font de l'optimisation fiscale. Soit du côté américain, soit du côté européen, on pourrait éventuellement actionner le levier. Personne ne souhaite aller à un bras de fer qui sera dans tous les cas négatif. Ça ne veut pas dire qu'il faut relativiser les taxes douanières, très très clairement. Ça crée vraiment de la volatilité, du bruit sur les marchés, notamment actions, qui est négatif à court terme. Mais sur le temps long, on sait très bien que ce n'est pas ça le vrai objectif américain. C'est un levier à utiliser pour d'autres objectifs qui devraient en revanche nous préoccuper. C'est-à-dire, aujourd'hui, les États-Unis veulent s'accaparer la majorité des matières premières,
Bien même sûr. pas des terres Les rares. ressources. Contrôler toutes les routes commerciales. Il y en a une seule qu'il faudra regarder, c'est le détroit de Malacca, mais c'est plus compliqué parce que la Chine a une grosse présence. C'est 60% des importations de la Chine de pétrole qui passent par le détroit de Malacca. Mais aujourd'hui, à l'exception de ce détroit, sur toutes les autres routes commerciales, les États-Unis sont ultra présents. Ouais. Valérie? Oui? Non? Non, mais effectivement, on a une arme ultime qui est quand même la devise. Parce qu'ils sont très vulnérables avec leurs dettes. C'est nous qui faisons les fins de mois des Américains aujourd'hui. Enfin, c'est l'Europe qui fait les fins de mois des Américains. Le Japon. Moins que le Japon, enfin plus que le Japon oui, et après, que la ils Chine sont entre nous désormais. aussi, mais- Oui. Non, mais les courbes se sont voilà. croisées maintenant. Hein. Donc, on a quand même cette arme-là, potentiellement, sur laquelle obtenir un consensus est peut-être plus facile que la partie commerciale. Sur les forces de l'Europe, comment vous avez analysé là, sur ces 3 dernières semaines les annonces allemandes, ce que ça peut changer? C'est bon pour l'Allemagne? C'est bon pour l'ensemble de l'Europe? Et est-ce que ça change structurellement la vision que les investisseurs globaux pouvaient avoir de l'Europe jusqu'à présent, François? Ça change un peu. Il y a 2 phases dans le plan. Il y a le plan européen d'un côté, il y a le plan allemand de l'autre. Le problème du plan allemand, entre guillemets, ce qui provoque une hausse des taux partout, mais donc qui provoque un peu un tightening financier dans l'ensemble des pays de la zone, y compris ceux qui, entre guillemets, n'ont rien demandé et qui ne font pas de demande de relance, donc la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Donc ça, c'est un peu négatif à court terme pour ces pays-là qui ont un petit tightening. En face de ça, on a donc le plan allemand qui va contribuer à la totalité de la zone, mais évidemment surtout à l'Allemagne, et puis on a l'Europe à côté, mais ça dépendra vraiment des capacités budgétaires de chacun des pays et de la volonté de chacun des États d'augmenter ou non leurs dépenses de défense. Et pour le moment, c'est impossible à modéliser, on ne sait absolument rien. Pour l'Allemagne, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est pas que la défense, c'est beaucoup d'infrastructures. En plus de ça, on a eu un jugement de la Cour constitutionnelle hier allemande qui nous enlève une petite potentielle épine du pied sur un tightening budgétaire qu'on aurait eu sur le budget 2025. Donc ça, c'est la pas mal. taxe de solidarité qui n'a pas été jugée en réunification, c'est ça. Donc c'est positif, 500 milliards sur un peu plus de 10 ans, ça fait quasiment un point de PIB par an, sans compter les dépenses budgétaires, les dépenses militaires, c'est très positif. Maintenant, il va falloir le mettre en place, il va falloir trouver les moyens et la main-d'œuvre pour que ce soit réellement mis en application. Ça va prendre des années. C'est pas pour 2025, c'est un peu pour 2026. On est un peu moins positif que vous sur 2026, mais c'est quand même évidemment positif et ça va se diffuser dans le temps. Mais le pricing des marchés aujourd'hui semble à peu près cohérent avec ça. On a augmenté les primes de terme de 30 à 40 points de base sur les parties longues de courbe. Ça peut être plus? Non? C'est déjà bien? C'est pas mal déjà. Ouais. C'est pas mal déjà, ça paraît assez cohérent. Donc on ne voit pas de mispricing important sur la courbe allemande, sur les courbes de swap, zone euro, étant donné les annonces. Mais même avant ça, on voyait de toute façon comme un petit peu d'amélioration en zone euro. On voit tous les indicateurs avancés qui il y avait quand même commençaient l'idée à d'une remonter reprise. un peu. Alors, Christine Lagarde insistait encore sur l'idée. Il faut même voir du point initial duquel on partait. Oui. On partait de PMI manufacturier à 44, on était en dépression totale. Donc oui, reprise. Donc il y avait un peu de mieux auparavant, mais il ne faut pas s'attendre au grand soir. Si on fait plus d'1% de croissance en 2025 en zone euro, c'est bien. Si on fait Ce 1, sera 1, 2, toujours on inférieur à ce que les États-Unis feront et pourront faire. Oui. Non, mais ça, mais la résorbe un peu dynamique l'écart. joue, c'est ça qui joue pour les marchés financiers. C'est pas le chiffre en absolu. Ça fait 2 ans que les États-Unis, on voit leur croissance révisée structurellement à la hausse. C'est l'inverse pour la zone euro, d'où les valorisations de marché, etc. Et les flux. Pour la BCE, comment on gère cet intervalle ou ces horizons de temps différents? La perspective long terme peut-être un peu meilleure que ce qu'on pouvait évaluer jusqu'à présent. Ça posera la question du taux d'équilibre, etc. Et en même temps, le court terme, avec des annonces de tarifs qui peuvent entrer en vigueur dès la semaine prochaine et d'autres peut-être encore à venir, etc. Quand bien même le marché pense que ça ne durera pas, ce sera quand même encore à démontrer. Je pense que les banques centrales, en tout cas la BCE et la Fed, ont un peu toujours le même mantra, c'est-à-dire que ce qui est annoncé mais pas voté ou pas mis en application, elles ne le prennent pas en compte, quasiment pas en compte. Ouais. Donc aujourd'hui, toutes ces rumeurs de tarifs et autres, elles ne le prennent pas en compte. Le plan de relance allemand, il va quasiment pas être pris en compte non plus, c'est trop loin dans le temps. Pour l'année, n'arrête pas de nous dire qu'elle est data dépendante, donc oui, mais j'espère qu'elle n'anticipe pas trop sur ce que sera l'Allemagne dans 2 ans. Elle va constater à la marge une amélioration des soft data. Et elle va constater que pour le moment, les hard data ne s'améliorent pas vraiment. La vente au détail ne s'améliore pas vraiment. Et donc on peut continuer de baisser les taux.
Oui, continuer de baisser les taux, mais pas vraiment plus que ce que le marché anticipe aujourd'hui. Le marché anticipe 2 baisses des taux. Il nous a dit, Christine Lagarde nous a dit que la politique monétaire était aujourd'hui moins restrictive, substantiellement moins restrictive qu'auparavant. Donc, on se rapproche du taux neutre. On a toujours une inflation dans les services qui est trop importante. On tourne à 3 plus, on est à 0,3 mensuel depuis 3 mois. Donc tant qu'on aura ça, tant qu'on aura une inflation dans les salaires qui sera importante et quand on ne sera pas en récession, la BCE elle n'a pas de raison en fait d'aller en dessous de son taux neutre. Elle nous dit que son taux neutre est à 2%. Elle est quasiment à sa cible d'inflation, mais elle est au-dessus, elle n'est pas en récession, elle reste là. Et donc aller plus loin que ça, je pense que c'est pas le scénario de base de la BCE aujourd'hui, hormis problématique macro. Et des tarifs qui seraient installés pour durer dans le temps, c'est baissier et taux pour la Banque Centrale Européenne ? Puis tout dépend de ce que font les gouvernements en face. Est-ce que l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. vont mettre en place des plans de relance pour contrebalancer ces politiques tarifaires ? On n'a pas la place budgétaire dans la majorité des pays, mais il y a des pays dans lesquels on en a un petit peu. On en a en Allemagne évidemment, mais on en a en Espagne, on en a au Portugal, on en a dans les pays du Nord. Donc on peut imaginer un peu de relance potentielle pour contrebalancer ça. Donc ça dépendra beaucoup de ce que font chacun des pays et ça dépendra de ce qui est l'impact réel sur les données. Tant qu'elle n'a pas de données, la BCE, elle ne fait pas grand-chose en général. Bien sûr. Sur le fond de la géopolitique, on réfléchit quand même à ce que pourrait générer l'idée d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, Christopher. Très compliqué là aussi, évidemment, comme exercice. On n'a pas beaucoup de vision sur ce que pourrait être un cessez-le-feu. Est-ce qu'il pourrait conduire à une paix durable ou est-ce que ce serait un cessez-le-feu de façade qui resterait fragile avec potentiellement un effondrement du cessez-le-feu ? C'est des scénarios très très différents, mais est-ce que ça fait baisser un peu quand même l'incertitude ? Est-ce que c'est positif macro, positif marché ? Est-ce que tout ça est déjà dans les prix, intégré par des investisseurs qui anticiperaient beaucoup de choses en amont ? Alors, l'exécution va être bien sûr l'enjeu, mais la réalité sur l'Ukraine, c'est finalement, je pense, une grande partie a déjà été pricée. Si vous regardez le secteur de la construction, donc notamment des entreprises plutôt d'Europe de l'Est, particulièrement polonaises dans la construction, parce que le marché considérait que c'était les premiers bénéficiaires, la hausse, parfois spectaculaire, sur quelques semaines, 30-40% d'assez large cap plutôt de la région, a commencé vers le 20-25 janvier. Donc vraiment, quand Trump a commencé à être mis en place, on voit que ça a duré pendant quasiment un mois jusqu'à fin février et ça commençait à s'atténuer quand on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. Moi, mon sentiment, c'est que l'effet bonne nouvelle d'un éventuel cessez-le-feu, paix, etc., peu importe le format, est déjà quand même en grande partie intégré. L'effet macroéconomique, je pense qu'il ne faut vraiment pas l'exagérer. Déjà, il faut être humble, savoir qu'on ne sait pas, pour être très honnête. Et surtout, tout va dépendre de l'exécution. Le point, en revanche, qui est un peu plus important selon moi, c'est que finalement, au début de la guerre en Ukraine, le vrai sujet, c'était sur les matières premières agricoles, du fait de la place, bien sûr, de l'Ukraine. Si vous regardez les céréales, ça n'a pas bougé. C'est même plutôt d'ailleurs baissier. Il n'y a strictement rien lié à l'Ukraine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, ce géant, parce que c'était un géant du point de vue des céréales, a été complètement contourné en l'espace de 2-3 ans. Donc, beaucoup de bruit pour un effet court terme, pour pas grand-chose. Ça peut créer quelques effets bonnes nouvelles sur du court terme. Mais vous le voyez, la région quand même qui a été le plus concernée, c'était les actifs financiers Europe centrale et orientale, que ce soit actions ou devises. Ça bouge assez peu aujourd'hui. En tout cas, on ne voit pas qu'il y a un lien particulier. Donc pour moi, ça sera plus proche du non-événement, ou si vous faites du trading, mais ça c'est un autre sujet, mais autre chose. Ouais. Sur le plan macro, quand même, tous les pays les plus à l'Est vont quand même, entre l'effet désinflationniste... Ça peut être négatif. Non. Ça peut être négatif. Regardez la Pologne. Ouais. La Pologne, ils ont un taux de chômage qui, je connais bien, mais... Oui, je sais, bien sûr. Très bon exemple. Tout à fait, beau pays. Un taux de chômage qui est extrêmement bas. Ils avaient besoin absolument de main-d'œuvre et ils ont eu la chance d'avoir plusieurs millions d'Ukrainiens qui, si demain vous avez la paix, vont vraisemblablement rentrer en Ukraine. Donc tension inflationniste, hausse de salaire, etc. Donc c'est pas nécessairement positif pour les pays de la région. Parce que concrètement, ça fait de la main-d'œuvre à bas coût. Si vous parlez à un acteur comme Colas français, bien sûr. Qui est très très présent dans la région, qui a beaucoup de contrats dans la région, notamment en Pologne, il vous dit, nous, ça a été une bénédiction. On était à un moment sorti Covid avec des hausses de salaire. Manque de capacité, manque d'offres. Voilà. Des hausses de salaire qui étaient incroyables dans la région. On a eu la main-d'œuvre à bas coût ukrainienne. Ça nous a permis de gérer sur des contrats en plus qui étaient compliqués à renégocier avec les gouvernements. Donc l'effet positif n'est pas certain. C'est peut-être plus négatif au point de vue macro sur certains pays. Bon.
Il y a le côté désinflationniste qui peut être positif, mais effectivement, si ça amène Ou des inflation tensions par les supplémentaires salaires, voilà. sur le marché du travail, ça peut compenser effectivement cet effet-là. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés? On va conclure l'émission. Tour de table. Valérie, fin de mois, fin de trimestre. Vous étiez plutôt prudente sur l'idée que le grand rattrapage, la grande remontada européenne face à des marchés américains qui se fragilisent pouvait durer longtemps. Bon, Oui. Ça fait un mois qu'il ne se passe rien en Europe, enfin avec une grande Oui, c'est dispersion ça. sectorielle, Oui. mais sur les indices, il ne se passe rien. Je pense toujours que sur les marchés américains, il n'y a plus grand-chose à tirer. Je vous disais la dernière fois déjà qu'il y avait un manque de couverture des marchés américains, ça a encore baissé. Donc il y a un excès de confiance des investisseurs sur les marchés américains qui ne sont pas suffisamment couverts. C'est pas pour ça que ça fait baisser le marché, mais ça veut dire que quand on a des mécaniques baissières qui se mettent en route, ça peut aller vite. Elles vont beaucoup plus vite. Ouais. Ouais. Il y a eu un gros buy the dip du retail aux États-Unis. Oui. Absolument. Bon, et une fois encore, n'oublions pas que les valeurs, les semi-conducteurs sont les plus touchés. Derrière les semi-conducteurs, la tech au sens large. Et après, les FANG, avec tous leurs nouveaux noms et leur cortège. Les GAFAM, les Batman, les Max 7, ok. C'est quand même eux qui souffrent le moins. En pourcentage, c'est impressionnant, mais en fait, quand on relativise à ce qu'elles ont gagné auparavant... Ah bah d'accord, oui. Oui. 30% de baisse pour une Max 7, c'est pas la même chose que 30% de baisse pour une banque ou pour... Oui, non mais j'entends. Oui, voilà. D'accord. Mais il y a quand même cette fragilité qui est importante parce que les portefeuilles sont surpondérés encore dans ces secteurs. C'est pas nettoyé là. Oh non, c'est loin d'être nettoyé. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais les dynamiques haussières, elles sont très lentes à épuiser. Donc je pense qu'on est plutôt encore dans cette phase où on a des forces de rappel. Et c'est pour ça que je trouve, et pour moi, que ce marché part un peu dans tous les sens, sans une forte cohérence entre marchés, etc. Je trouve qu'il y a trop d'histoires différentes qui sont racontées. Et ça correspond d'expérience à ces périodes où on met en place des longues consolidations. Je veux dire que ça peut durer encore 6 mois d'aller-retour. Alors, en Europe, pour le moment, peut-être qu'on va continuer à amplifier les hausses et à minimiser les baisses des marchés américains. Ça paraît possible. Enfin, on n'a pas encore de signaux graves. Et aussi, au niveau des positionnements sur les marchés d'options, il n'y a pas de complaisance particulière a priori sur les marchés européens. Donc, ça peut continuer à surperformer doucement. Et voilà. Et donc, pour le moment, tant que on a des dynamiques qui se poursuivent. Donc, ça dépend à quel est l'horizon de temps qu'on a. Il ne faut pas encore changer grand-chose. D'accord. Bon, il y aura des rotations, mais c'est peut-être pas encore le moment de... Forcément, il y en a toujours. Oui. Moi, je trouve que les valeurs pétrolières, là, elles deviennent intéressantes, par exemple. D'accord. C'est un secteur qui permet de traverser cette période de consolidation, par exemple. En tout cas, c'est un secteur qui n'a pas fait grand-chose depuis un moment. Et c'est un secteur qui, en général, balance le secteur bancaire. C'est des secteurs qui, à part quelques années avant les années 2020, sur très très long terme, c'est l'un ou l'autre qui surperforme. Donc, si on veut équilibrer un portefeuille et se préparer à un moment donné, à un arrêt du secteur bancaire, il faut... le pétrole est une bonne option. Il faut remettre du pétrole, là, maintenant. François, sur la stratégie de marché, là, aujourd'hui. La dernière fois, je pense que c'était en fin janvier, début février, on avait parlé des valeurs chinoises. Oui. On reste plutôt positif dessus, malgré l'appréciation. Le plan donc, de relance budgétaire chinois, on le trouve plutôt convaincant, quand on prend toutes les mesures en place. On trouve les données macro plutôt correctes. Elles ne sont pas dingues, évidemment, mais elles sont plutôt correctes. Donc on pense que ça peut se poursuivre encore un peu. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les taux réels.
voilà, dans un contexte où la croissance est quand même un peu challengée, et où on a un risque inflationniste qui nous semble réel, en tout cas aux États-Unis, les taux réels, c'est une bonne façon de passer ce genre de période un peu de turbulence active, de guerre tarifaire et autres. En plus, de manière empirique, ça se retrouve. C'est quoi 2% de taux réels là aux États-Unis? Un petit peu moins. Un petit peu moins, 96, d'accord. Ok. On a vu une violente chute des taux réels sur les parties courtes américaines depuis le début de l'année. Le 2 ans s'est effondré, mais sur le 5 ans, le 10 ans, il reste beaucoup de place. Donc ça, on aime bien. On aime toujours beaucoup l'or. Évidemment, guerre tarifaire, c'est bon pour l'or. Des déficits budgétaires qui sont abyssaux, c'est bon pour l'or. L'or est un marché de momentum classique. Les tendances ne durent pas 6 mois, elles durent plusieurs années. Donc c'est parti sans doute pour durer. Donc ça, on aime bien aussi. Et après, on est moins inquiet sans doute sur la partie Mag 7 dont on vient de parler. Je trouve que la correction a quand même corrigé une partie de l'exubérance qu'on avait eu post-Trump et une partie de ce qu'on avait eu en 2024. Évidemment, c'est pas donné, mais la tendance en place est toujours quand même très forte sur la dynamique de earnings, etc. Donc, quand on regarde tout ce qui est price earning versus growth, etc., on ne trouve pas ça dingue en termes de valorisation vu la qualité des boîtes en dessous. Donc, alors, elles ne sont pas toutes, évidemment, logées à la même enseigne. Tesla est un cas un peu à part, etc. Mais on n'est pas... Vous n'enterrez pas. Non, voilà, on n'est pas hyper inquiet vu les niveaux actuels. Christopher? Ce qui semble apparaître, je suis d'accord sur les valeurs technologiques, c'est surtout qu'on a un rééquilibrage. Finalement, sur les 2-3 dernières années, il fallait être juste présent sur les États-Unis. Là, on voit bien qu'il y a... premier trimestre quasiment fini, une surperformance record trimestrielle de l'Europe à cet égard. Moi, le questionnement que j'ai, c'est surtout de savoir si, notamment à l'égard de l'Europe, on va avoir une surperformance qui perdure, ce qui me paraît assez peu probable quand même, parce qu'il y a eu beaucoup d'exubérance dans un sens comme dans l'autre. Finalement, dernier trimestre 2024, c'était US et ensuite Europe. Ou si on renoue un peu avec la période mi-90 jusqu'à la crise de 2010, où finalement vous aviez une performance qui était assez similaire, hors effet taux de change bien sûr, entre les actions européennes et les actions américaines. On est peut-être de retour à cela, parce que si vous regardez juste par la suite, 2010 jusqu'à 2024, la performance des actions européennes était plutôt très médiocre. Donc à mon avis, on est plutôt sur un rééquilibrage qui va se mettre en place. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christopher Dembick, Pictet Asset Management, François Rimeux, Crédit Mutuel Asset Management et Valérie Gastaldi, Day by Day.